Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, mes invités Catherine Fontaine et Stéphanie Gagnon, elles sont du Centre d'implication libre de Laval. À l'Espresso et à l'Espresso allongé, Pierre Laporte nous propose L'amour de la peur. Notre collaboratrice Catherine Stassin apporte sa chronique Vive la mixité. Tout ça à Folie douce. Bienvenue chez nous. La santé mentale. C'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie douce. Je suis maintenant en compagnie de mes invités, Catherine Fontaine. Bonjour Catherine. Bonjour. Et aussi Stéphanie Gagnon. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes toutes les deux du CIL, le Centre d'implication libre de Laval. On va tout savoir sur cette ressource. D'abord, j'aimerais ça savoir ce que vous faites. En fait, vous avez les titres, mais juste pour vous présenter un petit peu, vous êtes Catherine, intervenante psychosociale du mouvement Travail. On aura sûrement l'occasion d'en parler tantôt. Et Stéphanie Gagnon, vous êtes coordonnatrice des services du suivi en communauté. Oui, effectivement. Alors, comme toute bonne entrevue, on va commencer avec l'historique. Comme ça mange quoi en hiver, le CIL, finalement? Je pense que vous êtes mieux placée, Stéphanie, pour en parler. Ça fait quand même quelques années que vous y œuvrez. Oui, 18 ans. Oui. Fait que vous avez commencé jeune. Oui, c'est gentil. C'est ça. Comment on peut définir ce que c'est, le CIL? Bien, le CIL, c'est un organisme qui existe depuis 1980, donc on fête nos 45 ans cette année. OK. C'est un organisme qui, depuis toujours, part de la communauté. Donc, c'est vraiment parti par des personnes qui utilisaient des services en psychiatrie ou des personnes bénévoles autour qui ont parti ça pour un centre de loisirs en santé mentale, car il n'y avait absolument rien à Laval à ce moment-là, il y a X années. Ouais. Et avec les années, en fait, c'est juste que ça s'est construit, l'offre de services s'est élargie, on va expliquer un peu les services tantôt, mais c'est vraiment quelque chose qui a pris place dans la communauté au courant des années pour permettre justement là, aux gens lavallois. Mais on accueille même aussi, par exemple, des gens à l'extérieur, là, s'ils se déplacent, sont capables de se déplacer. Oui, on a parlé souvent, et là, depuis longtemps, il y a eu des organisations à Montréal, mais à Laval, on sent que c'est dynamique. Depuis plusieurs années, on a l'impression qu'il y a plusieurs organismes. Les organismes sont bien implantés dans la société. C'est intéressant aussi. Là, vous avez une reconnaissance aussi des gens, puis les gens vont pour les services, puis vont participer aux activités, j'imagine, là aussi. Oui, beaucoup. Il y a une hausse là, avec les années aussi. C'est pour ça aussi que ça a grossi. Ça a commencé comme un centre de jour. Après ça, il y a eu vraiment le suivi dans la communauté qui s'est entamé. Le mouvement Travail s'est rajouté. Un autre point de service, plus à Sainte-Rose, qui existe depuis justement 18 ans. Donc, c'est vraiment un service qui est offert pour tout le monde. Puis c'est vraiment pour les gens, avec les gens. Puis c'est vraiment tout le monde travaille. Puis on inclut énormément nos personnes. Oui, énormément. Si on parle de la mission, je pense que je vais me tourner vers Catherine. Donc, la mission, quelle est-elle? Est-ce qu'elle a évolué ou est-ce qu'elle est la même depuis les tout débuts? C'est sûr qu'elle a évolué, mais je peux parler de la mission présentement. En fait, là, notre mission, c'est d'accompagner les adultes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale. Donc, nous, on met sur 2 éléments clés. Donc, le premier qui est le sentiment d'appartenance et le développement du pouvoir d'agir, qui est vraiment le central là, à notre mission. Donc, nous accompagnons les gens à mobiliser leurs ressources personnelles et à développer leurs compétences. Donc, on a un centre de jour où est-ce qu'il y a plusieurs activités. C'est vraiment un espace où est-ce que les membres là, peuvent s'impliquer, peuvent socialiser, peuvent s'impliquer autant dans les activités de travail que simplement s'impliquer par envie de le faire, de briser l'isolement. De prendre confiance en elle aussi. Exactement. Puis les activités, il y a vraiment plein de sortes d'activités. Ça peut être de la pétanque, comme ça peut être de la méditation. Il y a même des cours de yoga. À Sainte-Rose, c'est un petit peu plus des activités artistiques qu'on va retrouver. Puis, il y a aussi, comme Stéphanie l'a mentionné, c'est par et pour avec. Et on permet, en fait, là, on laisse la place là, aux membres d'animer des ateliers. Donc, ils vont vraiment mettre sur place les ateliers. Puis par la suite, c'est eux qui vont les animer. C'est eux qui vont vraiment prendre le contrôle de qu'est-ce qu'on a envie d'enseigner, qu'est-ce qu'on a envie de partager. Donc, c'est vraiment un espace là, où est-ce que les gens prennent la place. Leur place à eux. Là. Puis on a l'impression que les organismes, à une certaine époque, il y a 30 ans, je ne sais pas, on faisait des choses puis on donnait au monde, alors que là, on a l'impression que la plupart des organismes, puis vous êtes un cas où vous aussi, je pense que vous êtes un exemple, de faire plus
les gens prennent plus part, sont plus partie prenante des activités. Hein? Totalement. Puis on a aussi, comme vous l'avez mentionné, le service de mouvement travail. Oui. Qui est, dans le fond, il y a un objectif d'intégration en milieu de travail tranquillement. C'est un objectif qui est vraiment dans un but de remobiliser ou se mobiliser. Donc, moi, mon rôle, c'est de soutenir les membres qui, eux, souhaitent se mobiliser ou se remobiliser, donc tout dépendant de sa trajectoire, vers un parcours qui mène à l'emploi. Donc, ça peut être de la préemployabilité, comme retourner aux études aussi, tout simplement, ou de commencer par de l'implication volontaire. Parce qu'on sait que le travail, ça permet d'être plus autonome, de peut-être réaliser nos rêves, de se sentir utile. Tu sais, ça a beaucoup de bienfaits, le travail. Hein, c'est important. Hein? Oui, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi à juste fonctionner en société. Là, c'est surtout par le travail, par la socialisation, par acquérir des habiletés, en fait, tout simplement, des aptitudes. Donc, on passe beaucoup par le travail, mais on va aller chercher tout ce qui vient autour du travail. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît chacune dans le milieu de la santé mentale? On sait que c'est pas un milieu qui est facile. Ça peut être gratifiant, ça peut être épuisant. Donc, qu'est-ce qui vous fait que on parlait tantôt, ça fait plus de 18 ans que vous y êtes. J'ai toujours travaillé, en fait, en santé mentale. Donc, ça, c'est 18 ans, c'est mon deuxième emploi. Ça fait 25 ans. Ouais. Mais c'est vraiment le fait que, tu sais, c'est croire au potentiel de la personne. C'est vraiment de voir les petits pas, qu'est-ce que ça peut apporter. C'est vraiment de regarder avec eux, tu sais, de trouver leur force. Je trouve qu'il y a quelque chose, il y a un moteur là-dedans. De prendre la personne telle qu'elle est. Oui, c'est vrai que ça peut être plutôt difficile parfois. Ça peut être, tu sais, dans le fond, je pense qu'on apprend juste à la personne à prendre du pouvoir sur sa vie. Puis ça, je trouve ça beau. T'sais, on est là vraiment en accompagnement, on est là vraiment en travail d'équipe. Puis tu sais, moi, c'est cette partie-là que j'aime beaucoup. Je suis cordeau, mais je suis encore très terrain. Je vais aider mes collègues, je vais aider parce que j'aime encore passionnément aller à la rencontre des gens, puis de pouvoir leur voir. Prendre leur propre victoire, leur propre pouvoir sur leur vie. Et prendre leur vie en main. Là, puis ça paraît simple pour la plupart des gens qui n'ont pas eu des enjeux de santé mentale, mais on le répète souvent. Je pense qu'il faut toujours rééduquer un peu la population en disant c'est pas toujours évident. Des fois, c'est une montagne, hein, juste de faire des choses un peu qui paraissent faciles dans la vie. Là. Ça paraît comme une montagne, en effet. Donc, c'est d'y aller vraiment avec le plus petit pas possible, d'aller chercher les plus petites victoires. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à aller créer de l'espoir. Puis moi, c'est ce qui, pour faire un peu écho à ce que vous mentionnez, là, c'est ce qui vient le plus me chercher, c'est la résilience de l'humain. Ça fait depuis 2020, en fait, que je suis en intervention, donc ça fait pas si longtemps que ça. Mais c'est ce qui m'inspire à chaque jour de faire mon métier. C'est de voir la résilience humaine. C'est ce qui me motive, c'est ce qui alimente, en fait. Oui. Qui va, est-ce qu'on peut établir des portraits, ou en tout cas, est-ce qu'il y a un portrait de clientèle qui va vous voir? Est-ce que c'est des gens de plusieurs, d'âges différents, de milieux différents? Comment on peut décrire un peu la clientèle? Bien, c'est adulte. En fait, c'est 18 ans plus. Et comme Catherine a dit tantôt dans l'émission, c'est ayant déjà vécu un problème de santé mentale ou qui en a présentement. Fait que c'est autant des personnes qui vivent une dépression, autant une personne qui vit de l'anxiété. En fait, c'est tout trouble mental qui fait en sorte que des fois, ça handicape la vie de la personne. Parce que santé mentale, on a souvent une image plus préconçue, tu sais, dans le fond, de nos personnes qui parlent seules ou des personnes qui vont plus être théâtrales. Et, tu sais, mais ça va on peut avoir des personnes qui sont en arrêt de travail et qui choisissent, par exemple, de venir dans le suivi dans la communauté, par exemple, chez nous, parce que ils retournent sur le milieu du travail, ils ont besoin de sortir, ils ont besoin d'avoir d'outils pour, justement, dompter un peu, dans le fond, faire en sorte de reprendre du pouvoir sur la maladie mentale. Autant de centres de jour, on en a vu passer des fois juste 3 mois chez nous parce que c'était de recommencer à être en contact avec d'autres personnes avant de retourner dans le milieu du travail parce qu'ils se sont isolés énormément. Fait que c'est vraiment très, très, très varié. Très varié. Et vous avez deux emplacements, comme on en parlait tantôt, dans le fond, à Sainte-Rose, où il y a plus des activités artistiques. J'imagine que la clientèle aussi est peut-être un peu différente, sans stigmatiser, c'est pas nécessairement. Non, c'est vraiment juste les activités qui vont être différentes, en fait, parce que c'est tous des personnes qui ont vécu ou qui vivent actuellement des difficultés au niveau de la santé mentale. Oui. Puis, c'est sur base volontaire, bien entendu. Ça, il faut le mentionner. Oui.
Les services sont gratuits, les gens qui veulent accéder. Puis normalement, comme vous dites tantôt, il y a des gens aussi de l'extérieur, c'est pas juste de Laval, des gens qui voudraient y aller parce qu'ils trouvent que vos activités ou vos interventions sont intéressantes, peuvent vous pour le suivi dans la communauté, ou pas pour le suivi dans la communauté, mais pour le centre de jour, oui. Suivi dans la communauté, nous, c'est le territoire lavallois parce qu'on se déplace à domicile. OK. Fait qu'on va vraiment dans le milieu de vie des gens. On fait vraiment c'est vraiment un plan de match, un plan qu'on fait avec eux pour justement regarder toutes les sphères de vie. Qu'est-ce qu'on a envie que la personne, qu'est-ce qu'elle a envie qui arrive dans sa vie, puis nous, on est là vraiment à accompagner, à mettre en étape. Fait que ça va vraiment de « je suis trop anxieuse pour prendre l'autobus, je prends l'autobus », ça peut être routine de vie, etc., ça peut être n'importe quoi. Oui. Qu'est-ce que vous voyez comme... mais qu'est-ce qu'on devrait faire peut-être pour démystifier la santé mentale? C'est une large question, là, mais vous êtes dans le milieu, vous voyez les choses. Comment ça se fait qu'il y a encore une problématique de démystifier auprès de la population? Il y a des gens qui comprennent bien la santé mentale, ils l'acceptent, mais c'est pas la majorité des gens. Bien, c'est d'en parler. On le fait actuellement, c'est d'en parler, c'est de s'impliquer, puis d'aller décloisonner, en fait, le discours, puis d'aller chercher les gens où est-ce qu'ils sont. Mm-hmm. Puis c'est de s'ouvrir, c'est de s'impliquer. Moi, j'encourage les gens à aller faire du bénévolat dans les centres, dans les organismes en santé mentale, parce que la santé mentale, c'est pas juste la schizophrénie de déconnexion avec la réalité. C'est vous, c'est moi. On a tous une santé mentale. Mm-hmm. Exactement. Puis elle fluctue, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est normal qu'on ne soit pas toujours 100%, là, effectivement. Mm-hmm. Oui, puis c'est ça aussi, tu sais, dans le fond, il faut se rappeler qu'une personne sur 5 va être de près ou de loin touchée par la santé mentale. Oui. Fait que, tu sais, il faut être conscient de prendre soin de notre propre santé mentale. Oui. En fait, moi, je pense un peu ça. Puis le fait que nous, on travaille avec les forces, avec justement le rétablissement, mais c'est aussi que les gens peuvent avoir le potentiel aussi. Mm-hmm. Un potentiel de justement prendre, tu sais, recommencer une vie 10 fois différemment. Des fois, c'est juste différemment. Il y a quelque chose qui est présent, mais tu sais, ça ne peut pas dire qu'on ne peut pas réussir de belles choses. Puis c'est être conscient aussi que notre propre santé mentale est fragile aussi. Oui. Mm-hmm. Comment on peut en savoir plus? Est-ce que, donc, vous êtes ouvert? Est-ce que les gens peuvent... Vous avez un site web? En fait, oui. Le site web, c'est le www.cill.qc.ca. Et vous pouvez nous joindre par téléphone au 450-668-1771. Un dernier mot à ajouter? Il nous reste quelques secondes avant de terminer. Merci. En fait, de faire de cette radio, de faire de cette émission-là, ça fait partie aussi de notre mission. Donc, d'aller à la rencontre des auditeurs et de faire connaître vos services. Exactement. Oui, merci beaucoup, Catherine Fontaine. Vous êtes intervenante psychosociale et au Mouvement Travail. Et Stéphanie Gagnon, coordonnatrice des services du suivi en communauté. Oui. Pour le CIL, donc le Centre d'implication libre de Laval. Merci beaucoup. Merci. Puis à la bonne continuation. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Vous avez des choses à dire? Joignez-vous à notre groupe Folie douce sur Facebook. Parlons santé mentale. C'est le moment du segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, l'amour de la peur. L'amour de la peur. Mais encore. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, oui. La peur, c'est quelque chose normalement qui est désagréable. On n'aime pas avoir peur. Ouais. Mais semble-t-il qu'en quelque part dans notre personnalité, ça varie selon les personnes, mais il y en a plusieurs qui aiment la peur. Peut-être qu'au fond, on aime tous un peu ça à divers degrés. Mais je me suis promené, comme je fais d'habitude, sur l'Internet et j'ai trouvé un article intéressant là-dessus. C'est sur le site Cliopsy. C'est un article qui s'appelle « L'addiction à l'adrénaline, une souffrance psychologique ». Alors, ce qu'on nous dit sur ce site français, on nous dit de nos jours, les adeptes des sports extrêmes tels que le saut en parachute, la wingsuit, l'alpinisme ou encore le kitesurf se multiplient. Toutes des choses que j'ai jamais fait. Non, je dirais même les montagnes russes. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y a quand même de la peur là-dedans. Oui. C'est pas un sport extrême. Non, sûrement. Il y a de la peur. Oui. Alors, ils sont tellement nombreux, ces activités, que dans les pays anglo-saxons, un terme a été inventé pour les désigner. C'est-à-dire
c'est-à-dire les adrénaline junkies, ou en bon français, les accros à l'adrénaline. Peut-être les gens veulent vraiment vivre à fond. Là, ils se disent, on va aller jusqu'au bout, au bout de nos peurs. Sûrement, mais c'est certainement cette substance qu'on sécrète qui s'appelle l'adrénaline, qui devient comme une drogue. Ouais. Alors, on nous dit, ces amateurs de sensations fortes, chevaliers téméraires des temps modernes, ne souffrent-ils pas de mal psychologique au regard du danger qu'ils osent braver sans sourciller? Dès les années 60, d'éminents psychologues se sont penchés sur la question et ont publié leurs travaux. Voici ce qu'il en ressort. Tout d'abord, intéressons-nous au mécanisme purement biologique qui intervient lors d'un danger imminent. Lors d'une forte émotion comme la colère, la peur ou le stress, les nerfs sensitifs envoient un signal au système limbique qui fait lui-même réagir le système nerveux orthosympathique. Les glandes surrénales proches des reins, commandées par l'hypothalamus au niveau du cerveau, sécrètent alors l'adrénaline, aussi connue sous le nom d'épinéphrine, et l'envoie dans le sang pour qu'elle soit distribuée aux organes cibles. Le corps répond ainsi à l'agression de différentes manières, c'est-à-dire l'accélération du rythme cardiaque, la dilatation des vaisseaux sanguins, la tension des muscles, l'horripilation, ça c'est les poils qui se dressent, le ralentissement de l'activité de l'appareil digestif et l'oxygénation du cerveau. Belle invention, le corps humain, finalement. Pardon? Le corps humain, c'est une belle invention. Il se passe tout ça. Oui, c'est vrai, c'est une belle invention. C'est quand même intense. Oui. Comme quoi le corps est organisé pour combattre toutes sortes de choses. C'est ça. Hein? On nous dit dans cet article aussi que l'organisme est ainsi stimulé pour réagir au danger. La combativité est améliorée, les réflexes et la vigilance sont accrus. On se sent d'une certaine manière beaucoup plus fort, aussi bien physiquement que mentalement. Ce qui explique que certains en redemandent et deviennent accros à cette sensation exaltante. Ouais. Le psychologue américain Marvin Zuckerman a été le premier à étudier la recherche de sensations dès 1969. Selon lui, les individus touchés veulent sans cesse des sensations nouvelles en prenant volontairement des risques. Ils sont particulièrement attirés par la nouveauté, la stimulation intense et ont peu tendance à éviter la douleur. Si dans les années 60 et 70, les sports extrêmes étaient peu développés, ils sont aujourd'hui accessibles à tous. Ainsi, chacun est capable de développer relativement facilement ce genre d'addiction. L'adrénaline déclenche la libération de dopamine, hormone du bien-être généralisé, par le cerveau qui suit un circuit de récompense classique. Les sportifs de l'extrême cherchent à reproduire sans cesse ce schéma de façon à combler un manque. C'est pour cette raison qu'ils n'hésitent pas à sauter en parachute en tandem, puis seul, puis en wingsuit, cherchant toujours une intensité plus importante. Rappelons les caractéristiques de ce que l'on appelle médicalement la dépendance. Elle inclut une propension à continuer à prendre toujours plus de risques, malgré des conséquences qui peuvent s'avérer désastreuses, l'abandon progressif des autres activités au profit des sports à sensation et une difficulté à contrôler son volume d'activité physique. Ainsi, le sportif, une fois son objectif atteint, ressent une sorte de vide intérieur qui le pousse à recommencer encore plus fort. Je me demande parfois si les pilotes automobiles, ne seraient pas des junkies. Oui, ça se peut, ouais. Mais même les pilotes sur nos routes, là, les conducteurs, il y en a plusieurs, j'ai l'impression qu'ils... Peut-être. Alors, une fois son objectif atteint, c'est le sportif ressent une sorte de vide intérieur qui le pousse à recommencer encore plus fort. Il s'agit bien évidemment d'une forme de souffrance psychique qu'il cherche à atténuer avec les efforts physiques. Par ailleurs, les accros à l'adrénaline sont souvent addicts à d'autres éléments comme l'alcool, la drogue, les cigarettes, le jeu, etc. Toutes ces addictions ont évidemment le même but, soit diminuer une certaine douleur psychique. Il est donc conseillé de consulter un psychologue agréé lorsqu'on est touché par ce genre d'addiction. Alors, ce monsieur Marvin Zuckerman, d'après moi, a vraiment touché dans le mille parce que
comme on dit, oui, il y a plein d'activités dans le monde moderne là, où on sent une poussée d'adrénaline. Tu viens de parler de ceux qui vont vite peut-être sur les routes. Oui, absolument. Ou les skieurs aussi qui descendent à toute allure. Il y en a plein. Oui, on va continuer. Là, je comprends mieux ton sujet, l'amour de la peur. Là, je comprends. Là. C'est pas mal. On va continuer ça à l'espresso allongé. À venir à Folie douce, notre chroniqueuse Catherine Stassin est des nôtres. Nous nous posons la question « Vive la mixité ?» À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « L'amour de la peur ». Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à nos productions? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. J'accueille maintenant Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Alors, ta chronique aujourd'hui, une question, vive la mixité? Oui, on peut s'interroger, mais de quoi on parle ici? Oui, de quoi on parle? Mais de la mixité, qu'est-ce qu'on veut dire en santé mentale, bien sûr? En fait, ici, on parle tout simplement de soins qui vont être mixtes. C'est-à-dire, c'est une tendance actuelle d'associer une thérapie classique traditionnelle humaine où le patient va voir un psychologue ou un thérapeute et il associe à cette thérapie le thérapeute associe pour le patient d'autres soins, des soins qui vont être donnés de manière numérique en ligne. D'accord? Donc, c'est une tendance d'associer ces deux type de soins. Un peu du présentiel, le mot à la mode, oui, et du en ligne. Et du en ligne. Un peu, oui. Alors, c'est vrai que... Hybride, on pourrait dire. On parle aussi, en effet. Hybride. On parle aussi d'hybride, tout à fait. Ouais. Et en anglais, pour ceux que ça peut intéresser, c'est blended care. Donc, ici, je parle de gens qui ont de la dépression ou de l'anxiété, ok? On va pas aller dans des maladies où il y a des psychoses, ça c'est autre chose. Donc aujourd'hui, on va vraiment plutôt voir un petit peu, tiens, c'est quoi la mixité en soins pour la dépression et l'anxiété? Ouais. Est-ce qu'il y a des bénéfices, des avantages? Quels sont les inconvénients? Est-ce que tout le monde est content un petit peu de ça ou pas du tout? Et ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'en fait, ça a été fait pourquoi? Parce que dans le fond, on ne va pas juste mettre du numérique parce que c'est à la mode, comme pour le télétravail. Et je ne juge pas ici le télétravail, je trouve que c'est bénéfique pour plein de points de, sur plein de points de vue. Oui, bien sûr. Ici, en fait, on veut essayer d'augmenter l'efficacité d'un traitement. C'est-à-dire qu'on veut soutenir le patient entre des séances humaines traditionnelles, d'accord? Et on pourrait donc, entre ces séances, pour quelqu'un qui habite loin et qui ne peut pas aller à Granby tout le temps, ou à Montréal, ou à Chicoutimi, et qui habite vraiment en région, on peut lui dire, entre ces séances, on va pouvoir se parler en ligne, en Zoom ou autrement. On va pouvoir aussi, peut-être si vous voulez, se téléphoner. Donc, on va choisir des modes numériques en général, mais ça peut être autre que du numérique aussi. Il y a des gens qui aiment le téléphone. Donc, le plus commun, c'est quand même la visioconférence. Oui, de se voir. On n'est pas en personne, mais on sent quand même la personne. Voilà, le thérapeute quand même peut constater l'état de la personne et dans quel état elle est. Et donc, on voit que c'est vraiment dans un but de soutien. C'est pas pour ne pas se déplacer et bénéficier de cela, mais c'est vraiment soutenir la personne qui peut être éloignée ou des fois qui n'est pas
n'est pas éloigné, mais à qui ça fait du bien peut-être de ne pas venir aussi souvent physiquement, qui est justement dans un état anxieux ou dépressif, au point de ne pas venir peut-être. Et du coup, là, c'est peut-être bien de quand même avoir une séance en ligne, parce que du coup, la personne est quand même soignée et est quand même suivie. Donc, on voit que c'est dans un but d'augmenter l'efficacité et pas dans un but de soustraire le patient ou le thérapeute à des astreintes physiques traditionnelles. OK ? Alors, ce qui est intéressant aussi comme avantage, c'est de montrer que on va augmenter l'accessibilité parce qu'il y a des gens, je parle de région, mais il y a des gens qui physiquement ne peuvent pas facilement se déplacer. Il y a des gens malades, il y a des gens qui ont un handicap. Donc, il y a vraiment une grande marge de personnes pour qui c'est intéressant d'avoir cette mixité de soins et pas de se déplacer physiquement à chaque fois. D'accord ? On veut que ce soit aussi intéressant pour le thérapeute et que le thérapeute s'implique autant. Donc, le thérapeute, il doit être bien formé parce qu'il faut être formé à faire une séance en ligne autant qu'ils sont formés de manière traditionnelle. Et on va le dire, en général, ils sont formés plutôt pour des séances en face-à-face physique. Donc, il faut que les thérapeutes soient aussi formés et puissent détecter certaines choses et savoir comment ajuster un petit peu, dans le fond, leur manière de parler et leur discussion avec le patient. C'est une adaptation pour eux aussi. Oh oui, c'est une adaptation pour le... Peut-être que la formation maintenant est comme ça, mais les gens qui sont déjà dans le métier depuis 20 ans, depuis 15 ans, ils doivent s'adapter à ça. Ce serait intéressant de voir au niveau de la formation des psychologues, où ils en sont, et des psychiatres d'ailleurs, où ils en sont à ce niveau-là, mais on pourra faire ça une autre fois. Oui, c'est ça. On voit aussi que ça offre énormément de flexibilité parce que les traitements pour certaines personnes, comme j'ai dit, ça peut être très astreignant, où la personne, si le médicament ne fonctionne pas et une semaine, la personne est vraiment pas bien, ou elle n'est pas capable de s'exprimer suffisamment, elle va pouvoir, la personne va le voir peut-être en ligne et peut-être que ça va durer moins longtemps, ou ce sera un autre type de face-à-face. On comprend que si la personne se déplace physiquement et de plus de loin ou avec un handicap, ou même une personne qui n'a pas ces conditions-là, et qu'en fait, elle sent qu'en fait, il n'y a rien qui va sortir de cette séance parce que ça ne va pas du tout et que ce serait mieux peut-être ou bien de l'orienter vers quelqu'un d'autre, ou bien de lui apporter d'autres soins, de l'orienter vers un service parce que ça ne va pas. Donc, on voit que ça compense à bien des manières le vide qu'il y aurait eu, en fait, entre deux séances traditionnelles humaines. Il faut vraiment le voir comme ça. Est-ce que tu as pu voir si effectivement c'est une pratique qui est assez répandue? Alors, moi, ce que j'ai pu constater autour de moi, je ne donne pas de données prouvées statistiquement ou quoi, j'ai pu constater qu'il y avait même des gens où c'était uniquement en ligne. Ça, c'est encore autre chose. Des gens qui étaient en PAE, donc au programme d'aide aux employés, et qui recevaient une référence et qui avaient une fois seulement vu la personne, la thérapeute, et qui, les fois suivantes, étaient en visioconférence à chaque fois. Oh. Donc, il n'y avait aucun déplacement. Je parle ici de personnes où il n'y a pas de risque de vie, où il y a une dépression, où il y a de l'anxiété, mais il n'y a pas un risque pour la personne ou pour d'autres personnes autour d'elle. C'est-à-dire que la personne est déjà ou avancée dans son traitement, ou elle a une dépression plus légère. Donc, c'est vraiment des personnes... Je ne peux pas parler pour les personnes... J'imagine mal en dépression sévère, comment on peut arriver à se mettre en visio et à raconter quelque chose. Donc ça, ce serait à vérifier pour tout ce qui est dépression sévère, voir les avis des psychologues et des psychiatres à ce niveau-là. Mais certainement, ça doit être mis de l'avant parce que c'est sûr que ça enlève aussi beaucoup de frais, entre guillemets. La personne peut voir, l'intervenant, le thérapeute peut voir plus de personnes, sûrement, ça va plus vite, je pense, en visio que de voir personnellement. Également, c'est un autre des avantages. Un peu plus vite, Et puis surtout aussi, c'est personnalisé. Ouais. C'est-à-dire qu'on va faire, OK, on se voit physiquement à quelle cadence, à quelle fréquence, pardon. On se voit physiquement
Ah, ça vous arrange mieux tel jour, etc. Et puis, on va arranger ça ou à votre situation professionnelle ou à votre condition médicale. Il y a plein de conditions auxquelles on peut s'ajouter. Donc, on va dire, c'est vraiment un agenda, un traitement personnalisé. C'est ça la mixité ici. C'est aussi de la personnalisation et pas comme dans le temps, je parle de ce que je peux connaître, où tiens, mercredi 15h, si tu veux garder ta place de séance chez ton psy, tu devais conserver ça, sinon tu perdais un peu ta place et voilà, et évidemment tu payes si tu ne viens pas. C'est restreignant. Des fois, on se sent pas bien, comme tu disais tantôt. Les gens sont peut-être pas dans leur assiette. Puis là, et des fois, c'est 24 heures avant, mais si tu le sens, alors qu'en visio, peut-être qu'il y a des conditions aussi où la personne peut remplacer par quelqu'un d'autre plus vite en visio que physiquement, parce que... On se sent peut-être plus aussi confortable chez soi. Des fois, on veut pas... Des fois, des fois, ça va pas, on veut pas sortir, mais on veut bien de l'aide quand même. C'est comme s'il y avait un certain filtre, le filtre de la technologie qui faisait en sorte qu'on n'est pas face à face comme tel, avec il y a comme une petite distance. Oui, mais... et moi, je parle de ça parce que quand j'ai enseigné avec pendant la Covid, je me rappelle que des jours où on est moins en forme, je me dis, tiens, aujourd'hui, où vraiment je me sens pas bien ou quoi, j'aurais peut-être pas été au travail parce que je me sentais vraiment pas bien, mais quand c'était en ligne, j'ai quand même fait le cours, je me suis dit, allez, je suis capable en ligne. C'est moins demandant. C'est moins épuisant quand on est dans son fauteuil. Effectivement. Alors, on va donner des petits exemples ici d'outils utilisés par les thérapeutes. D'accord ? Ouais. Parce que ces gens sont en effet formés à ces nouveaux outils et on peut aussi bien avoir des petits modules en ligne comme des sortes de tutos. Tiens, voilà, je prends mon tuto 1, mon tuto 2 par rapport à ce qu'on appelle l'autogestion, mais ça peut être des choses bien plus personnalisées, bien entendu. Donc, on va allier aussi des peut-être séances, là, quand je parle de tuto ou de vidéo, c'est ce qu'on appelle la thérapie asynchrone. Hein. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez la faire jouer quand vous voulez. Vous rentrez du travail, vous faites jouer la vidéo. Vous n'avez pas un rendez-vous, puisque cette vidéo, elle existe, on vous l'a envoyée, vous la regardez quand vous voulez. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment aussi très intéressant quand je parlais de personnalisation et d'accessibilité pour tout le monde. Alors, les clients donc peuvent accéder quand ils veulent, ça je l'ai dit, et puis aussi à leur propre rythme, c'est-à-dire qu'ils peuvent couper la vidéo en 2 morceaux si c'est autorisé, hein, parce que des fois pour le bienfait d'une séance, on dit voyez la vidéo dans son entier s'il vous plaît, ok ? Ouais. Donc il faut être très nuancé ici. On parle aussi de cours animés des fois en direct. Et puis aussi, on parle d'exercices interactifs. Alors, on va vous demander de faire des exercices et puis de faire un retour peut-être lors de la séance physique en vis-à-vis ou lors de la visio. Donc, vous avez quand même des petits devoirs, des exercices. Donc, c'est vraiment intéressant. On peut dire que donc les psychothérapeutes, les thérapeutes, les psychologues qui adoptent ces soins mixtes, ça leur permet vraiment d'élargir toutes les possibilités thérapeutiques. Et ça, c'est intéressant parce que ce qu'on pense ici, c'est ce qu'on veut ici, en bout de ligne, c'est que le patient aille mieux, hein, que les personnes aillent mieux. Donc, je pense que si ça joue dans le sens du patient et que c'est pas par juste sens pratique uniquement, c'est intéressant. Et c'est une avancée quand même majeure hein, dans la fourniture des soins de santé parce qu'on peut aller rejoindre des gens qui étaient dans des zones reculées vraiment aussi, ou des gens qui ne peuvent pas se déplacer, mais il reste encore à connaître vraiment les résultats. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de gens qui veulent que ça fonctionne parce que ça vient comme ajouter une nuance, une couche de soins, une couche d'intervention qui n'était pas là, qui n'aurait pas pu être possible il y a 30 ans. Là. Merci beaucoup, donc Catherine, pour ça. On va mettre les références, comme d'habitude, sur notre site web, antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie Douce. Alors, on parle ici de mixité. Alors, est-ce qu'on peut dire vive la mixité ou non? Mais en tout cas, ça existe en soins. Il y a beaucoup de mixité. Merci beaucoup, Catherine, et à la prochaine. Merci, Yvan. Au revoir. Au revoir. De retour au micro à Folie Douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé mentale. On poursuit maintenant au micro avec l'Espresso allongé et le sujet que tu as commencé plus tôt, Pierre, dans l'émission, l'amour de la peur. Oui. Alors, dans un deuxième article que j'ai trouvé sur le site Maxiscience, c'est un article qui s'appelle « Pourquoi aime-t-on avoir peur ?»
on va nous parler un peu plus des films, là, parce que le monde du cinéma, comme on sait, est rempli de films d'horreur qui nous font peur. Alors, on nous dit dans cet article qu'à chaque automne, l'Halloween arrive avec ses incontournables films d'horreur et costumes sinistres. Si le folklore de cette fête détonne par rapport aux autres traditions, il n'en reste pas moins attrayant pour beaucoup de personnes. En effet, loin d'être un sentiment totalement négatif, la peur est parfois quelque chose de recherché. Films d'horreur, attractions effrayantes, certains adorent se faire peur et pour cause, la peur présente de nombreux effets appréciables et divertissants pourvu qu'elle ne se transforme pas en phobie. Interrogé par le journal Huffington Post, M. David H. Zald, qui est professeur de psychiatrie à l'université américaine Vanderbilt à Nashville, dans le Tennessee, explique que la peur permet de lutter contre l'anxiété. Il développe dans un courriel « Lorsque nous sommes effrayés, nous sommes pleinement conscients, concentrés et dans le moment présent. Nous ne sommes pas préoccupés à penser à ce qui s'est passé hier ou ce que nous avons à faire demain. » Ce sentiment permettrait ainsi en quelque sorte de se changer les idées, de quitter sa vie quotidienne l'espace de quelques minutes ou quelques heures. Ainsi, les films d'horreur permettraient de ressentir de fortes émotions qui n'ont pour base que des événements non réels et d'oublier par là même d'autres événements, eux, bien réels. De quoi satisfaire même les plus inquiets. Mais ce n'est pas tout. On nous dit que le sentiment de peur est également vecteur de bien-être. En effet, lorsqu'un sujet est confronté à une expérience effrayante, une cascade de réactions chimiques se déclenche à l'intérieur de son organisme, aboutissant à la diffusion d'hormones, comme l'endorphine, la dopamine, comme on a vu tantôt. Il y a aussi la sérotonine et la fameuse adrénaline. Autant de molécules qui procurent plaisir et contentement dans la mesure où la personne se trouve en sécurité. Ces éléments chimiques peuvent parfois nous faire sentir tellement bien que nous cherchons toujours plus de sensations fortes. Certains présentent même une légère addiction à ces expériences d'épouvante. Lors d'une étude, des chercheurs se sont ainsi aperçus que les personnes sortant d'un film d'horreur, par exemple, ne se souvenaient pas tellement de la peur ressentie. C'est plutôt l'excitation déclenchée par la suite qu'ils se remémoraient. Oui, quand même. C'est ça. Peut-être les gens ne vivent pas assez d'émotions fortes, fait quand ils ont besoin, justement, puis là, ça les ramène un peu à... Je me souviens en passant de l'auteur Stephen King, qu'on connaît tous, qui, lui, sans être un psychologue, disait que c'est peut-être qu'on a besoin d'exercer notre peur, comme si c'était quelque chose, par exemple, on exerce ses jambes quand on fait du jogging. Oui, d'avoir comme un contrôle sur ça pour savoir jusqu'à où on peut gérer peut-être la peur. C'est peut-être quelque chose de... Il y a sûrement quelque chose de physique qu'on a besoin d'entraîner. Peut-être justement, c'est tellement extrême qu'on se dit, on n'affrontera jamais quelque chose comme ça dans notre vie aussi extrême. Fait que, ça nous donne peut-être une certaine satisfaction, sécurité, en fait. Peut-être très bien. Alors, ce qu'on nous dit aussi dans cet article, pourquoi aime-t-on avoir peur, on nous dit... autre aspect agréable de la peur, c'est l'encouragement de la confiance en soi. Madame Margie Kerr, qui est sociologue à l'Université de Pittsburgh, a travaillé sur cette théorie. Pour elle, il résulte de la peur un sentiment de confiance, de compétence et d'accomplissement. C'est ainsi un véritable coup de pouce pour l'estime de soi. Enfin, la peur peut favoriser la cohésion sociale en rapprochant les personnes vivant la même expérience. Nous affrontons ces défis ensemble et ce faisant, nous créons des liens plus forts, des souvenirs plus intenses et un sentiment de proximité. C'est comme quand on débarque d'un manège épouvantable. En groupe, là, avec du monde. On sort du manège puis on rit avec ceux qui n'étaient pas loin de nous autres. On échange, c'est ça, un peu sur nos peurs, effectivement. Alors, on nous dit en conclusion, certains scientifiques vont même jusqu'à penser que la peur peut accroître l'attirance entre deux sujets d'une même expérience. Peut-être qu'on peut se faire une blonde en sortant Tu vas voir un film d'horreur puis là, elle a tellement peur qu'elle te saute dans les bras. Ah, peut-être, je n'avais pas pensé à ça, mais peut-être. Alors, finalement, on nous dit de quoi donner à ce sentiment une facette un peu plus romantique. Maintenant, dans un autre article qui s'appelle « La peur peut-elle se transmettre de génération en génération ?» J'ai pris ça sur Maxi Science. On nous dit, si vous cherchez à expliquer certaines de vos craintes, et en particulier celles liées aux odeurs,
commencez par interroger vos parents ou vos grands-parents. Une nouvelle étude menée par des chercheurs de la faculté de médecine de l'université Emory à Atlanta suggère que les sensations provoquées par une odeur, en particulier la peur, sont transmises de génération en génération. Pour en arriver à de telles conclusions, l'équipe de recherche dirigée par Brian Diaz et Carrie Ressler a mené une série d'expériences sur des souris mâles. Le protocole a consisté à faire émaner un parfum identique à celui de la fleur de cerisier, tout en infligeant aux rongeurs une décharge électrique. De cette manière, les scientifiques sont parvenus à conditionner leur sujet à craindre cette odeur. Le sperme des souris traumatisées a ensuite été utilisé pour féconder des souris femelles et produire une première génération, puis une seconde dont le comportement a soigneusement été étudié. Les résultats vont dans le sens d'une transmission du traumatisme aux 2 générations suivantes. Pour le présent, ces résultats sont seulement applicables aux rongeurs. Davantage d'études sont nécessaires avant que l'on puisse parler de transmission héréditaire des peurs chez l'homme et comprendre davantage les phobies, anxiétés ou troubles post-traumatiques. Toutefois, la découverte a d'ores et déjà provoquer l'enthousiasme des chercheurs. Alors, je dois m'arrêter ici. Yvan. Merci, Pierre, pour ce sujet. L'amour de la peur, il y aura des références sur notre site web, les articles, justement, dont tu as mentionné, sur antenne.qc.ca, sous ton espresso, l'amour de la peur. Merci. C'est encore meilleur la 2e fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio. Avant de terminer cet épisode de Folie Douce, merci beaucoup Pierre Laporte pour ton travail en régie comme à chaque semaine. Bienvenue mon cher. Merci aussi pour ton sujet à l'espresso et à l'espresso allongé, l'amour de la peur. On a tout compris. On s'est rendu compte que c'était des émotions fortes puis ça touche bien des gens. Alors merci pour ça. Nos invités en début de Folie Douce, c'était Catherine Fontaine et Stéphanie Gagnon. Elles nous ont présenté le Centre d'implication libre de Laval, communément appelé le CIL. Merci à vous deux d'avoir été des nôtres. Notre collaboratrice Catherine Stassin nous a présenté sa chronique, nous a posé la question, en fait, vive la mixité. C'était donc Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.